Je ne compare pas l'effondrement climatique avec un génocide. Des génocides, il y en a eu depuis le début de la civilisation, il y en a eu des centaines. Ils sont dramatiques, mais le génocide amérindien, c'est important, mais c'est pas du même niveau. Et c'était une comparaison, hein, c'était pas une assimilation, hein, mais c'était pour dire, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et ça continue toujours. Aujourd'hui, au Brésil, pour des aspects financiers, on continue et on valorise les orpailleurs qui sont en train de détruire les Indiens d'Amazonie. Au Canada, on arrose de glyphosate par avion en entier des zones peuplées par les Amérindiens du Nord. C'est une catastrophe qui continue. Et tout ça, c'est pour des intérêts économiques du libéralisme. Si on n'arrive pas à changer cet aspect du monde globalisé par le libéralisme, les intérêts privés des multinationales en particulier vont continuer et on ne pourra pas sortir de cette situation-là. Moi qui vis souvent en montagne, j'emmène des gens aussi, quand on va sur la mer de glace et puis qu'on descend au-dessus du Monton-Vert et puis jusqu'en bas, on s'aperçoit que ça fond de 10 mètres d'épaisseur tous les 10 ans et qu'on voit qu'en 2050, l'arrivée des glaces, ce sera en bas de l'aiguille des Drues. Pour cette partie des Alpes, la moitié des glaciers vont disparaître dans 50 ans. La réalité, c'est qu'il va y avoir véritablement des problèmes de sécheresse, des problèmes d'approvisionnement d'eau, des problèmes pour la population locale. Pour l'instant, les gens ne s'en rendent pas compte parce que ça continue de couler. Mais quand ça va véritablement fondre, ça va être vraiment une catastrophe. Donc la catastrophe, elle pourrait être aussi chez nous et pas seulement en Afrique ou dans les îles qui vont être submergées peut-être. Ça, j'en sais rien trop. Mais, il y en a déjà des submergés. Vous attendez que je vous réponde ou pas? Mais c'est bien ça, si vous voulez, toute la difficulté. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier qu'il y a des catastrophes déjà advenues et qu'il y en a sans doute de pires à venir. Il s'agit de ne pas se laisser fasciner par la globalisation de toutes ces catastrophes en un récit unique, tel qu'on se dise, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rien faire, et donc on ne peut plus faire qu'une chose, c'est de se trouver un coin où se cacher, en attendant que peut-être il y ait suffisamment de morts pour qu'on puisse remettre la tête dehors. Donc la question, je vous dis, n'est pas de dire « mais tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a aucun problème ». La question est de ne pas s'en tenir à une vision globalisante. C'est d'autant plus catastrophique qu'on se situe à un niveau global et voir plutôt là où il y a des possibilités de lutter contre la situation, de reprendre les choses en main, de continuer à vivre sans se mettre dans un trou en attendant que ça passe. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire, mais si il y a des catastrophes. Il s'agit d'abord de dire qu'il y a des catastrophes. Il n'y a pas une catastrophe. Et que dans la multiplicité des catastrophes, il y a une série de possibilités de continuer à vivre du mieux possible. Je rajouterais de lutte environnementale, ce que vous dites. Il y a une diversité de luttes environnementales qui existe en ce moment dans le monde, oui, de par le monde. Et que c'est la classe de Joël Martinez-Allier. Et en quoi ces luttes peuvent aider ou nous apprendre quelque chose? En quoi est-ce que c'est une alternative au discours globalisant? Parce qu'elle nous... Alors, ce n'est pas ce que vous entendez par nous. Si c'est nous, les Occidentaux, ici, elles peuvent d'abord nous apprendre un petit peu de modestie, que notre vision des choses, il y en a qui sont déjà dans des situations plus graves. C'est d'une certaine façon ce que disaient les Gilets jaunes quand ils disaient, vous, la fin du monde, bon, nous, on la vit dans la fin des mois. Donc, c'était pas pour dire l'écologie n'existe pas. Enfin,
on peut interpréter de différentes manières, mais on peut l'interpréter d'une façon qui est de dire, voyez la façon dont, dans la diversité des situations, on vit la catastrophe, et on vivra, suivant ce qu'on a, on ne vivra pas la catastrophe de la même façon. Donc, la diversité des luttes est d'une part une façon de ne pas nous obnubiler sur notre propre sort, parce que c'est quand même ça la collapsologie, ça s'adresse à nous, la classe moyenne occidentale qui jouit d'un certain confort. Il y a d'autres gens, ils sont déjà dans une catastrophe bien pire d'une certaine façon. C'est ça aussi cette modestie. Et puis d'autre part, la question de, ben oui, il y a des luttes, il y a des gens qui luttent, et il n'y a pas que des conséquences négatives. Hein, alors, c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas mis de chiffres, parce que les chiffres, c'est une rhétorique. C'est une rhétorique qui fait apparaître des choses, alors que, bon, il y a des endroits où des choses ont été reprises, où des luttes, beaucoup autour des luttes pour l'eau, par exemple. Il y a beaucoup de luttes en Amérique du Sud contre la privatisation de l'eau, et certaines luttes peuvent être victorieuses. Vous voyez, autant le chemin vers la catastrophe, c'est une causalité qu'on laisse se produire, autant quand on est dans les luttes, on est dans la diversité, on est dans la possibilité de situations autres. On couvre les possibles. Bonsoir. Enfin, est-ce que vous diriez alors là que ce grand récit collapsologue, le grand récit de la collapsologie aurait, d'une façon surprenante, aurait réveillé la lutte, enfin les luttes que... Non, c'est pas du tout. Oui, c'était, j'entendais Oui, est-ce que... Non. Alors, il faut peut-être que je précise ce que je dis. Non, si vous voulez, les luttes dont je parle et dont Johan Martinez-Allier fait le tableau, ils ont pas attendu les collapsologues. Ces luttes, elles se passent tout le temps. Je crois que quand je dis ça a attiré l'attention sur la situation environnementale, sur des différents aspects, c'est pour le public occidental, essentiellement urbain, et là, d'une certaine façon, ça a eu un effet à la fois d'attirer l'attention et de traduire l'idée qu'on ne peut pas attendre que les mécanismes économiques et l'innovation technologique nous fassent un monde autre. Que ce monde autre, il dépend de chacun d'entre nous. Et ça, moi, ça me frappe quand je discute avec les gens. Depuis le temps que je vois ça commence à faire une trentaine d'années, quoi, quasi. Les gens parlent de plus en plus de ce qu'ils font, non, on ne veut plus de bouteilles en plastique. Donc, de ce point de vue-là, ça me paraît extrêmement positif. Simplement, je pense que c'est dévoyé du mauvais côté. D'un côté qui conduit à une sorte de masochisme de l'impuissance. Voilà. Oui, bonsoir. Effectivement, la collapsologie est un récit. On entend ça comme critique un peu partout, avec des comparaisons avec l'Apocalypse, etc. Bon, il y a eu l'an 2000, le bug informatique, j'entendais parler de ça à la radio aujourd'hui par hasard. Voilà. C'est pas une science. La collapsologie, globalement, n'est peut-être pas une science, mais ça se base sur tout un tas de sciences quand même. Le climat, la disparition des papillons, tout ça, il y a des données, c'est étudié par la Ligue protectrice des oiseaux, c'est une science aussi. Enfin bon, et donc je refuse absolument ce discours que c'est pas une science. Bon, pour revenir au climat, qui est un symptôme de la société industrielle. Si, c'est un symptôme. Non, c'est pas un symptôme, le climat, c'est une réalité. Oui, mais c'est un symptôme d'une maladie qui s'appelle la société industrielle. Bon, alors dites pas que vous faites de la science, parce que ça, c'est du discours
Vous avez le droit de le faire, mais c'est Bon, alors, des affirmations. Enfin, quelques mots, bon, je vais y revenir. quelques mots pour le climat. Oui. Le premier qui a calculé les relations, un scientifique qui a eu un prix Nobel, c'est Non, mais je crois que vous m'avez... Svante Arrhenius, bon, qui se trouve être un ancêtre de Greta Thunberg. Voilà. Et quand on voit les deux photos, ils se ressemblent, ce qui est assez marrant. Bon, et après... Seriez-vous raciste? Après... Comment? Faire des choses sur des ressemblances physiques, c'est douteux. Hein. N'importe quoi, c'est quoi ces conneries là? C'est pas vrai. Bon, j'ai eu il y a W9 qui a passé un truc 2050, le climat, après les déchets, puis après je sais pas quoi. Et là, ils ont repassé un extrait, je l'ai trouvé un peu mieux sur l'INA, d'une émission de Les dossiers de l'écran d'Armand Jameau, présenté par Jérôme Pasteur, et où Haroun Taziev il décrit, voilà, il y a quelques erreurs, mais c'était en 79, donc c'est connu depuis longtemps, les conséquences du réchauffement. Bon, l'augmentation des eaux, il dit que ce ne sera pas les volcans, contrairement à ce qu'avait l'air de dire Cousteau. Bon, et à un moment donné, Pasteur lui dit, mais vous paniquez les populations. Ah, il ne faut pas paniquer les populations. Continuez à consommer tranquille, vous ne posez pas de questions et tout ira bien. Alors, moi, je dénonce la pensée dominante. D'une part, un esprit de conquête du monde occidental, mais c'est pas... c'est caractéristique dans la mesure que l'Occident a conquis la planète entière, et ça, c'est inédit, je crois, avec les conséquences que ça a. Anthropocène, non, c'est l'Occident, avec les Américains en premier. Enfin, bon, le début de la machine à vapeur, c'est les Anglais, mais bon. Et puis aussi le discours économique. Et la science économique est une connerie. Elle ignore totalement les bases biologiques et physiques de l'activité économique. Et donc, on va dans le mur. Voilà. Alors, est-ce que je peux reprendre la parole? Eh bien, je vais vous répondre. Est-ce qu'on aura encore de l'eau dans les barrages quand il n'y aura plus de glace à certains moments? Bon, écoutez, je vais essayer de vous répondre, mais comme vous faites les questions et les réponses vous-même, ça va être un peu difficile. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, quand je dis c'est un récit, ce n'est pas une critique. On a besoin de récits pour vivre. Donc, bon, écoutez, si vous avez les questions et les réponses, je n'essaie pas de vous répondre. Simplement, la science, ce n'est pas une autorité divine. Il y a une série de sciences qui discutent, il n'y a pas des vérités établies une fois pour toutes, qui les discutent, qui les reprennent. Donc, d'une certaine façon, ce qui fait que la collapsologie n'est pas une science, c'est qu'elle est extraordinairement sûre d'elle. Les scientifiques sont des gens modestes. Non, le GIEC, lisez un rapport du GIEC, ça m'étonnerait que vous le lisiez parce que c'est tellement énorme que personne ne le lit. Le GIEC dit ça peut être affirmé à tant de pourcents de probabilité. Ils ont fait des échelles d'assurance à tel point qu'ils ont attendu très longtemps avant de dire que il y avait bien un changement climatique, qu'il était bien d'origine anthropique. Donc au contraire, les propositions, jamais un scientifique ne vous dirait ça va se passer entre 2028 et 2035. Bon, Monsieur Luce, non, alors si vous voulez, ça rassemble des données scientifiques, ça ne fait pas une science. On a besoin, d'autre part, je vous dis, on a besoin de récits, simplement on peut discuter du récit qu'on veut. Et puis tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est pour qu'on n'en arrive pas à se dire, ben voilà, c'est foutu, on ne fait plus rien. C'est ça, moi, que j'essaie d'éviter. Monsieur Luce, je voulais juste faire le médiateur, c'est que j'ai entendu aussi Madame Larrière dire dès le début, il y a un intérêt au discours sur la collapsologie qui est l'intérêt d'attirer l'attention sur la gravité. C'est ce que vous dites, vous êtes en train de dire la même chose. C'est intéressant parce que ça a quand même réveillé
Bon, après, surtout la classe moyenne des pays riches, etc. Ça l'a un petit peu réveillé. Et puis en plus, bon, je vais passer la parole, mais moi j'aimerais bien rentrer, et j'espère qu'on va avoir le temps de rentrer dans une chose très importante, qui sont les autres luttes environnementales. Hein. C'est un sujet important, je sais que vous y tenez. Bon, bonjour. Je vais reprendre la citation de la personne qui est intervenue avant moi. Il a cité W9. Bon, c'est vrai qu'à la télévision, on voit... Je regarde pour ainsi dire pas la télévision, alors je suis ignorante comme tout le monde. Mais... Dites-moi ce qu'est W9, j'en sais rien. Alors, W9, c'est une chaîne de la TNT qui est une filiale de M6. Donc, c'est une chaîne privée et les émissions sont coupées par la publicité. Bon, alors, je voulais... C'est différent d'Arte, voilà. Bon, et j'ai vu cette émission. Bon, il y avait des choses intéressantes, mais il y a un accompagnement musical, une mise en scène telle que celui qui regarde ça, eh bien, il va prendre ça pour de la fiction. Hein. Et puis, alors, oui, je vous dis, il y a les coupures publicitaires. Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a un débat, mais comme ça, c'est très tard, on ne regarde pas. Voilà, c'est mon impression face à certaines façons de traiter ces sujets-là à la télévision. Mais je dirais que sur Arte, c'est quand même autre chose et une autre qualité. Il y avait une question là-bas. Libre à vous. Et il y a une question là-haut, je reviens bientôt. Il y avait quelqu'un ici hein, qui avait levé la main. Moi, j'aimerais revenir sur cette diversité des récits. Pardon. Parce que logos, ça signifie plus le discours que la science. Donc c'est vrai qu'avant d'être une science, la collapsologie, c'est surtout des récits. Et si on cherche à parler de l'effondrement, c'est important de se baser sur la diversité des récits, et notamment sur cette diversité mondiale, et d'aller voir aussi au-delà de cette position très occidentalo-centrée et très privilégiée qu'on a en tant que blancs qui nous réunissons dans une salle d'université. Au-delà de cette position-là, c'est important d'aller voir aussi celle d'autres pays et d'autres peuples, notamment tous les discours que peuvent avoir des indigènes ou simplement d'autres sociétés. Et enfin voilà, c'est parce que nous, nous faisons partie d'une association qui travaillons dans le développement durable, mais plus largement le développement. Et cet été, on essaye de monter des projets pour aller rencontrer un peu cette diversité des récits sur les pratiques écologiques, desquels on essaye peut-être de ressortir un documentaire sur différents pays des Suds. Et je pense que c'est vraiment important de... Enfin, c'était simplement un commentaire pour appuyer sur l'importance d'avoir cette diversité des récits, et cette diversité des récits qui peut amener à une diversité des luttes environnementales, du coup. Parce qu'il se passe déjà des choses depuis des millénaires et toujours, mais qui sont très différentes selon les sociétés, parce qu'on n'a pas tous les moyens de se battre de la même manière et de changer les choses de la même manière. Et on peut beaucoup apprendre d'autres sociétés, desquelles on aurait l'impression qu'on n'a rien avec lesquelles on a l'impression d'avoir rien à voir, mais peut-être que ça peut être une manière aussi de réinventer notre combat, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'aller voir comment ailleurs ils décident justement de répondre à cet effondrement. Et voilà, donc au-delà des débats entre est-ce que c'est vraiment une science ou qu'est-ce que la collapsologie, je pense qu'on est peut-être d'accord, peut-être que c'est simplement ma position, mais pour dire que la collapsologie, c'est peut-être pas encore une science, mais que ça utilise des données scientifiques, et qu'à partir de là, à partir de ces données, on décide après, dans les différents mouvements, et chacun avec nos convictions, d'utiliser ces données-là pour alimenter nos luttes environnementales. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. C'est une déclaration, pas une question, je suis plutôt d'accord. Alors, il y a peut-être une autre question. Oui, j'avais une petite question. Je trouve qu'un des avantages de ce récit de collapsologie, justement, c'est le fait que c'est un récit global. Et, deuxième avantage, c'est un récit qui s'adresse à nous, les Occidentaux. Et je trouve que c'est un avantage parce que, en fait, le coupable, quelqu'un l'a dit, en fait, c'est ce système économique productiviste qui nous mène droit dans le mur. Et ce système en lui-même est global. Et en lui-même, il a ses origines dans le monde dit occidental. Donc, je trouve que
un récit comme la collapsologie est tout à fait adapté parce que, en parallèle avec la cause fondamentale. Je peux répondre? Vous avez le droit de penser ça. Moi, j'ai le droit de le remettre en cause parce que, si vous voulez, la globalité du récit, c'est la globalité planétaire, physique, et à s'en tenir là et à ne le voir que du point de vue des Occidentaux, premièrement, on tombe dans ce qui a été toujours le défaut des Occidentaux, depuis qu'ils se pensent comme Occidentaux, qui est se prendre pour le monde entier. Et donc, de ne pas donner place à la diversité des autres. Et si vous voulez que cette façon de se prendre pour le monde entier s'assoie en disant c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts, ou que ça soit en disant c'est notre faute, c'est notre très grande faute, c'est notre très très grande faute, d'une certaine façon ça ne change rien. Parce que si on ne donne pas, au contraire, comme disait la précédente intervenante, la possibilité de voir les choses autrement, c'est ce que j'appelais du masochisme satisfait. Il va y avoir une façon de dire, nous les Occidentaux, nous sommes la vérité des humains, parce que c'est nous qui sommes allés le plus loin, et nous montrons à quel point l'espèce humaine est mauvaise. Et donc, on va se dire, tout est foutu, mais au moins nous le savons. Et je pense que gardez l'idée que la Terre est une, et qu'elle est unifiée physiquement, mais qu'elle est en même temps socialement diverse, et qu'il faut donner la parole à d'autres gens que nous. Ça me paraît extrêmement important, au lieu de nous entretenir dans notre conviction que c'est nous qui savons la vérité des autres. Voilà pourquoi, moi, bien sûr, il ne faut pas ignorer le global, mais on ne peut pas s'en tenir là. Bonjour. Alors j'ai aussi une question en deux temps, une petite question. Donc pour revenir à cette idée de monde, donc comme quoi les Occidentaux, peut-être qu'on accapare un peu la parole en écologie. Donc je me demandais quelle est l'importance dans vos réflexions ou par rapport à la collapsologie c'est bon là. Quelle est l'importance donc des théories postcoloniales? Donc en quoi est-ce que ça a pu redynamiser le discours en écologie? Et une deuxième question qui est liée mais qui va encore peut-être un peu plus loin, c'est en dehors d'une vision anthropocentrée, quelle est l'importance que l'on peut donner aux animaux, aux végétaux, même à la Terre en tant qu'entité, avec ce qui se passe en économie en ce moment, la théorie des communs, avec tout ça, et en quoi est-ce que aussi ça nous permettrait de repenser donc la collapsologie ou l'idée d'écologie dans le monde entier, quoi, pas que chez nous. Alors, premièrement, à mon avis, on peut complètement se passer de collapsologie. On n'en a pas besoin. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des études de situation environnementale. Donc, bon, ça, il faudrait y revenir, etc. Alors, sur les deux aspects, alors, on va pas, leur tour, on ne va pas discuter longtemps du post-colonial ou du décolonial. Moi, je dirais plutôt décolonial que post-colonial, mais bon, c'est-à-dire, là aussi, d'autres points de vue. Alors, si on s'en tient à là où on s'en tenait avec la collapsologie, le problème, c'est la révolution industrielle. Et donc, comme disait monsieur tout à l'heure, la machine à vapeur suivie par le pétrole, on oublie justement la colonisation. Et les études décoloniales, ou post-coloniales et décoloniales, et aussi des travaux d'un marxiste comme Jason Moore, montrent que dans la situation actuelle, il n'y a pas seulement le productivisme et les changements techniques, il y a aussi la mainmise sur le monde et la domination des populations non européennes. De ce point de vue-là, moi, je vous recommande la lecture du livre de quelqu'un qui s'appelle Malcolm Ferdinand, qui est justement un essai d'écologie décoloniale et qui est une excellente étude
du lien entre... alors, il travaille sur les Caraïbes, hein, donc sur les Antilles françaises, et puis Haïti et Saint-Domingue, du lien entre l'exploitation de la terre et l'exploitation des dons occidentaux. Quand on parlait d'ouvrir, de voir les choses autrement, c'est extrêmement important, parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas signalé aussi, et que je n'ai peut-être pas assez signalé, j'aurais dû relever après la remarque qui a été faite, c'est que ce qui est nouveau dans nos analyses, et ce que montre bien Malcolm Ferdinand, c'est qu'on ne peut pas séparer la domination sur les hommes et la domination sur la terre. Donc, de ce point de vue-là, ça change le discours de critique du capitalisme. On oubliait un peu ce que ça faisait à la terre, et ça permettait l'idée socialiste qu'on pouvait être encore plus productiviste que le capitalisme. Donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement important. Et donc, si vous voulez, en réintroduisant des populations non occidentales, on réintroduit aussi la diversité des situations et des situations de la terre. D'où, bon, pour tenir compte, non pas rester... C'est très anthropocentrique, l'anthropocène. Hein, même si on dit l'anthropocène, c'est du capitalocène, c'est pas... Bon, ça reste très anthropocentrique. Alors, il y a une philosophe qui s'appelle Donna Haraway, qui a proposé qu'on n'appelle pas ça anthropocène, mais Cthulhucène ou Cthulhucène, c'est le nom d'une araignée sud-américaine. C'est aussi une allusion à un nom grec ancien de la Terre, mais pour dire, bon, ben, l'anthropocène, il n'y a pas qu'aux humains qu'il arrive. Hein, bon, érosion de la biodiversité, etc. Donc, et pour ça, il faut c'est la même chose de se décentrer par rapport à l'humain et de se décentrer par rapport à l'Occident. Parce que, bon, comme a montré l'anthropologue Philippe Descola, ce qui caractérise aussi notre ontologie occidentale, c'est ce qu'il appelle le naturalisme. C'est-à-dire que nous posons ce qui est naturel comme extérieur à nous, alors que vous avez ce qu'il appelle d'autres ontologies, ce que vous appelleriez d'autres cultures, où, comme il l'a bien montré, les Achuars, par exemple, en Amérique du Sud, ben, ils emploient les mêmes termes pour caractériser des non-humains et des humains. Donc ça, c'est une autre approche. Il y avait une question ici. Bonsoir. Si j'ai bien compris, les discours extrêmes, catastrophiques, servent aussi à nous alerter, nous occidentaux, classe moyenne et profitant bien de la vie. Donc ça nous sert à nous alerter et à nous engager, à lutter, à réagir, etc. Bon, ça semble quand même assez moyen, mais enfin bon, pourquoi pas. Mais par contre, moi, ce qui m'interroge, c'est comment on fait réagir ceux qui sont quand même à la tête des États et ceux qui prennent les décisions, puisque ni les rapports scientifiques, ni les discours catastrophiques divers et variés qui, semble-t-il, sont nécessaires et indispensables pour éviter d'aller justement à la catastrophe, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, qu'est-ce qui nous reste? Mais je ne suis pas là pour vous le dire. Hein. On est là pour y réfléchir ensemble et j'ai pas la solution. Si vous voulez, il y a deux... Quand je dis le constat d'impuissance, on n'en fait pas... Ça, je crois que ce n'est pas discutable. On n'en fait pas assez. Il y a deux façons d'y répondre, qui ne sont pas forcément exclusives d'ailleurs. C'est le problème de savoir où on met l'importance. Il y a une première façon qui est de dire, en gros, c'est les scientifiques savent, les politiques ne savent pas. Donc, il faut d'une certaine façon donner la voix. Les politiques ne veulent pas savoir, ou les politiques ne veulent pas faire, ou les politiques se disent qu'ils ont toujours plus important à faire. Vous avez raison, je vous ai vu secouer la tête et vous avez raison, il est un peu tard, je vais un peu vite. Et donc, on va accuser ce que Rosa Vallon a appelé la myopie démocratique, qui est que pour des raisons qui tiennent à la fois à
la vision économique du monde qui privilégie le court terme et aux conditions politiques de la démocratie représentative qui font que quelqu'un qui veut être réélu, il ne va pas engager des actions à long terme dont on ne verra pas les résultats pendant son mandat. Donc on vous dit, c'est ça le problème. Donc il faut donner aux politiques accès à la décision. C'est ce qu'a proposé la Fondation Nicolas Hulot en proposant une chaume du futur, en proposant une révision constitutionnelle. C'est une solution qui est de dire, finalement, il n'y a pas assez de place pour la parole politique, pour la parole scientifique dans la décision politique. Il y a une autre façon de voir les choses, qui est plus la mienne, qui est de dire, bon, ça, je ne dis pas que c'est faux, je dis que ce n'est pas le problème principal. Et moi, je pense que, je ne suis pas la seule à penser ça, je pense que le problème principal, c'est l'inégalité sociale. Je pense qu'un monde inégal, divisé par les inégalités sociales, est un monde qui ne fait pas face aux problèmes environnementaux. Donc, c'est pas, si vous voulez, d'abord parce que c'est pas une question. Quand on est dans la myopie démocratique, on dit ils savent ce qu'il faut faire, ils voudraient bien le faire, mais ils font autre chose. Non, ils ne veulent pas faire. Hein? Des gens comme Trump, et d'une certaine façon, des dirigeants moins caricaturalement mauvais, ont un certain avantage à ce que ça continue. La situation telle qu'elle est, elle profite à un certain nombre de gens. Donc, un pays divisé ne fera pas face aux questions, aux problèmes environnementaux. Donc, de ce point de vue-là, la lutte contre les inégalités et la lutte écologique, je vais parler comme le pape. Il n'y a pas une crise sociale et une crise environnementale, c'est une seule et même crise. Et c'est dans ces luttes, et c'est dans toutes ces luttes qui se font que, à mon avis, quelque chose avance. Et j'avais envie, à un des deux qui sont intervenus tout à l'heure, de dire un gros problème aussi, c'est qu'il y a des luttes, et ça j'ai entendu des gens le dire, je veux dire à partir d'études des gens qui travaillaient sur les territoires, etc. Il y a dans des initiatives locales qui sont des luttes à la fois sociales et écologiques, mais qui ne se qualifient pas d'écologiques. La qualification d'écologique, elle vient d'en haut. Mais ça ne veut pas dire que les luttes qui ne le disent pas avec des mots qui sont écologiques, ne sont pas des luttes écologiques en même temps que sociales. Non, parce que les discours extrêmes, si vous voulez, ils sont égalisateurs. Ils disent finalement, tout le monde est dans la même situation. Ça, moi, c'est ce que je dis. Mais je pense que, si vous voulez, non, mais j'ai eu un débat avec Cochet, avec Yves Cochet, que je connais, qui est quelqu'un de tout à fait agréable par ailleurs. Je veux dire, c'est pas affreux, quoi. On n'est pas d'accord, c'est tout. Bon. Mais il compare à la peste. C'est-à-dire, il compare un peu à une maladie qui frappe tout le monde, au-delà même des différences sociales. On n'a pas fait d'études sociales de l'impact de la peste. Donc, il y a sans doute eu des différences sociales, mais de ces choses qui vous atteignent tellement que riche ou pauvre, vous mourrez. Non, mais c'est en ce sens, si vous voulez, que je dis, ils pensent que l'uniformité du destin l'emporte sur les différences. Est-ce que du coup, vous croyez que, donc évidemment, les luttes sociales, bon, oui, d'accord, mais je me sens aussi un peu impuissante sur les luttes sociales, enfin, en tout cas, je suis un peu fatiguée. Par contre, les petits noyaux de résistance qui pourraient ressembler au survivalisme, ça et là en France, bon, c'est là que je les connais, des groupes de jeunes qui investissent des villages qui sont abandonnés et qui redonnent vie et qui refont des alternatives et qui sont... voilà. Est-ce que ça, c'est des petites solutions locales qui peuvent nous donner de l'espoir ?
Je crois qu'il ne faut absolument pas mépriser les solutions locales. C'est ce que j'ai essayé de vous dire. C'est quand on se place d'un point de vue global qu'on a une vision catastrophiste. Parce que ce qui s'accumule, ce qui fait chiffre, c'est les impuissances. Les réussites ne font pas chiffre, justement parce qu'elles sont diversifiées et qu'elles ne se nomment pas. C'est plus facile d'accumuler, de calculer, de chiffrer, je cherche le mot, agréger, de faire faire des sommes quantitatives de gaz à effet de serre. Là, vous obtenez des chiffres, que des multitudes d'initiatives diverses qui n'ont pas de mesure commune, et bien vous n'avez pas de chiffres. On souffre aussi de la dictature du chiffre. Je voulais juste demander... On va arriver presque à la fin de la conférence, mais je voulais juste, est-ce qu'il est possible de définir, parce que je sais que tout le monde ici ne maîtrise pas, on est un public très diversifié, les termes de post-colonial ou décolonial. Juste rapidement, est-ce qu'il est possible, soit les élèves, soit vous? Alors, peut-être que vous le ferez mieux que moi, parce que moi, je ne savais pas, j'ai demandé à quelqu'un de plus jeune que moi qui travaille sur ces histoires de décolonial et post-colonial, s'appelle Mina Klech. En gros, elle m'a dit, les post-coloniaux, ça vient d'Inde, et les décoloniaux, c'est en Amérique du Sud. Les décoloniaux sont plus radicaux que les post-coloniaux. Mais vous pouvez expliquer qu'est-ce que sont les études post-coloniales ou décoloniales? Oui, je vous donne le micro. En fait, c'est un courant d'études qui est apparu vers les années 60-70 et qui, en fait, essaye de traiter comment la colonisation a modifié, a changé en fait les représentations du monde et a aussi changé les comportements, c'est-à-dire à quel point le fait colonial, c'est la théorie principale, le fait colonial dans les études postcoloniales, et de savoir comment en fait ce fait colonial, le fait d'avoir colonisé un pays ou une civilisation, une ethnie, etc., a modifié de manière perceptible et durable leur comportement, leur manière de vivre et leur manière d'être, et en soi en fait comment le fait colonial a occidentalisé un petit peu le monde. Si vous voulez rajouter. Je crois que c'est l'idée aussi que les effets du colonialisme se font sentir bien au-delà du changement politique. Que ce n'est pas parce que des pays sont devenus indépendants que les effets du colonialisme ne se font pas encore sentir. Totalement. Et j'allais juste ajouter aussi que décolonial, du coup, quand on ajoute décolonial à écologie, c'est un peu une manière de chercher à décoloniser, du coup, des discours qui ont pu être colonisés sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est ce que j'allais dire en complément, parce que est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de décoloniser l'imaginaire de la population des pays qui ont colonisé? Et on va revenir au début de la critique de Mme Larrière au collapsologue, c'est d'avoir ce regard sur le monde qui est encore aujourd'hui un regard de colonisateur, de colon. Et donc les études postcoloniales et décoloniales permettraient aussi de sortir de ce regard. Et donc je vous propose qu'on s'engage tous ici, si vous voyez, c'est à faire des conférences, à commencer par Malcolm Ferdinand, parce que ce n'est pas la première fois qu'on finit les conférences. Voilà. Et puis, je sais, parce que j'aurais voulu qu'on fasse une conférence sur la diversité des luttes dans le monde ailleurs et que cette université populaire revienne, puisqu'on l'a beaucoup fait. Hein. J'ai une collègue ici qui était ma complice. On l'a beaucoup fait dans les années précédentes, mais je vais essayer d'y revenir. Je parle aux gens ici qui font partie du conseil d'orientation de l'UPED et qui m'aident à pousser cette idée sur le besoin donc d'une pensée décoloniale de l'écologie dans cette université populaire. J'ajouterais juste quand même une limite, parce qu'en fait, il faut en permanence qu'on réfléchisse quand même à notre position, et que décolonial, il faut toujours quand même un minimum faire attention à l'utilisation du mot décolonial, parce qu'il y a aussi d'autres courants de pensée qui ne vont pas du tout aller à l'encontre des idées décoloniales, mais qui vont avoir tendance à dire qu'on ne peut pas décoloniser. Finalement, c'est à ceux qu'on a colonisés de se décoloniser, et nous, on peut peut-être simplement être un soutien ou un appui, mais on ne peut pas en permanence avoir cette position de nous savons, nous sommes les sachants, et c'est à nous de décoloniser.
Enfin voilà, c'était juste une petite limite à penser. Il faut décoloniser notre imaginaire. Exactement. Il y a la colonisation. Il ne faut pas oublier la colonisation de l'espace. C'est notre grand rêve. Alors que c'est une connerie, on n'ira jamais, on quittera jamais le système solaire. Une connerie de plus, mais ça fait rien. On n'aborde pas les problèmes de l'humanité, mais l'espace, la fuite en avant du progrès. Monsieur Luce a souvent critiqué dans ses conférences le sentiment de supériorité, n'est-ce pas, Monsieur Luce, de la société européenne et occidentalo-américaine. Vous l'avez souvent critiqué. Je vous remercie tous. On va finir parce qu'il faut partir à un moment donné et il faut revenir à la prochaine séance.